Bonjour tout le monde, ici Jonathan Lesage, CMT Ottawa, Montréal, Québec, en direct de SGS à Québec. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous présenter des expériences de métallurgie dans le cadre de cette journée du 18 novembre 2021 où on vous organise notre événement du CMT OMQ. Et sur ce, je passe la parole à votre animateur, celui qui va vous accompagner durant toute la visite du laboratoire de SGS, Alexandre Roy. Salut tout le monde! Je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, je suis vraiment content. On va rentrer dans le labo avec vous. On peut vous amener. On a 5 expériences qui vont nous montrer les pratiques qui sont très utilisées dans le domaine minier et dans le traitement de métallurgie. J'ai avec moi 4 personnes toutes intéressantes. La première, c'est Kim. La deuxième personne ici, nos 3 étudiants de l'Université Laval en génie chimique, Charles, Gaël et Samuel, vont animer chacune des expériences, puis vont vous permettre, vont vous poser quelques petites questions quiz au fur et à mesure. Puis moi, je vais poser des questions, je vais leur poser des questions sur ce qui se passe pour nous aider à comprendre. Donc, on va rentrer dans le labo. On vous suit, les gars. On s'en va voir ça. Mettez vos masques, mettez vos lunettes. À quel les gars, vous êtes ici en génie chimique à l'Université Laval. Exact. Et puis, toi, tu fais des stages dans d'autres industries. L'industrie de génie chimique, ça mène à plusieurs types d'industries. Tu as fait d'autres stages, mais là, on est vraiment ici aujourd'hui dans l'industrie minière, traitement minerai. Qu'est-ce qui t'interpelle de cette industrie-là? Moi, par exemple, ouais, vas-y. Ce qui m'intéresse plus dans le minerai, on l'a dit du tout, les communautés dans le minerai sont très rapprochées. Tout le monde se parle, encourage énormément la collaboration de l'industrie du minerai. Comme une famille. Exact, un peu comme une famille. D'un côté technique, il y a énormément de défis. On peut voir des procédés qui ont des côtés plus physiques, plus chimiques, beaucoup de types de minerais. On peut extraire de l'or, du fer, du cuivre, du zinc. Donc, ça amène énormément de défis et énormément de stratégies. Donc, il y a une grande méthode analytique qu'il faut développer pour être bon dans l'industrie du minerai. On rentre dans le lab. On a des sarraux pour ne pas se salir. On a des gants pour ne pas se salir les mains, mais aussi il y a certains produits qu'on ne doit pas toucher qui peuvent être un peu corrosifs pour les doigts. Donc, on va aller à notre première expérience. On a Dominique aussi qu'on n'a pas présenté. Elle travaille pour SGS. Donc, Dominique, c'est notre experte. C'est elle qui va mener les expériences avec les étudiants. Donc, la première qu'on faisait, c'était laquelle? Ben, je pense qu'on va commencer avec la flottation. Ouais, cool. Gaël, tu disais tantôt que tu as voyagé pas mal pour te ramasser à l'Université Laval. Qu'est-ce qui a fait que tu es étudiant à l'Université Laval spécifiquement? À l'Université Laval spécifiquement, c'est quand même une grande renommée. Moi, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. C'est aussi plus facile pour moi. Le domaine minier aussi, ça permet également de beaucoup voyager. Oui, c'est vrai. Ça nous amène à des endroits vraiment uniques. Disons que ce n'est pas toujours des endroits où on irait de point de vue personnel, l'Amérique du Sud. Tu t'en vas quelque part d'assez spécial toi aussi, Dominique? Oui, je m'en vais au Kazakhstan. On a des opérations là-bas, puis on s'en va opérer un laboratoire de métallurgie. Ouais, c'est cool, le Kazakhstan. C'est pas pire d'avion. C'est pas mal, oui, pas mal intéressant. Fait que l'expérience, tu nous expliques, Gaël, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, je vais vous montrer la flottation. La flottation, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est qu'on va séparer le minerai en fonction de l'hydrophobicité, des particules. Alors, c'est quoi l'hydrophobicité? C'est il y a hydrophobie, peur. Donc, les particules qui ont peur de l'eau. Tout de suite, vous pouvez penser à l'huile et l'eau, par exemple. Ils ne s'aiment pas. Exactement, ils ne s'aiment pas, ils se séparent. Mais là, ça va être un peu pareil. On va mettre un réactif, ici, produit chimique, qui va Qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? Si, admettons, je regarde une usine typique de traitement du minerai, comme là, on a un flow sheet, on a un exemple d'usine ici qui serait à Nicolas-Ronde, à Pressiac, en Abitibi. Cette usine-là fait du traitement du cuivre, du zinc et de l'or. Dans leur procédé, ils utilisent la flottation. Ici, on va faire une expérience qui montre la flottation. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec la flottation?
Avec la flottation, on essaie de récupérer seulement les minéraux qui ont de la valeur. qui ont de la valeur. Donc, dans le cas de la ronde, c'est du cuivre et du zinc. Ici, on a aussi un minerai cuivre-zinc. Pas celui de la ronde, mais très similaire. Puis là, on veut les faire flotter pour les récupérer, pour les séparer des autres matériels ou des autres matériaux minerais qu'il y aurait. Puis on veut juste récupérer ce qui a de la valeur puis rejeter ce qui n'en a pas. Exact. Fait qu'on veut et aussi les récupérer le plus sélectivement possible. On veut limiter les dépenses énergétiques. Et... Ouais. Good. Fait qu'on passe ça, ces machines-là? Ouais. Nice. Il y a un agitateur qui fait tourner dans la cellule. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Alors, je vais rajouter dans un premier temps un agent moussant. Un moussage, j'assume que ça va pas de la mousse. Exactement. C'est en fait pour contrôler justement la mousse, pour avoir les bonnes tailles de bulles, etc. Et là, les particules qui sont fines, qui ont de la valeur, vont s'attacher aux bulles. On monte en surface. Exactement. Ben là, on va mettre justement un collecteur. C'est ça son principe. C'est fixer justement les particules qu'on veut, spécifiquement, juste celles qu'on veut. Et en fait, ça va permettre de justement les rendre hydrophobes pour qu'elles flottent. Si c'est une particule de cuivre et que je vois quelque chose, je suis dans cette boue-là, je m'attache aux bulles, je monte à la surface et après je récupère. Exact. Ben là, on voit déjà qu'il y a quand même quelques bulles qui commencent à se former. Et quand on va partir l'air, ça va partir des bulles d'air et on va voir tout de suite que ça flotte. Ah, fait que là, tu vas rajouter de l'air, faire plus de bulles. Ah ben ouais, on le voit, ça brille. Et donc, on va pouvoir racler justement le sucre. Oh wow! Là, en usine, dans une vraie opération minière, on a des machines qui sont beaucoup plus grosses que ça, mais qui font exactement ce travail-là. Exactement, c'est des grosses cuves comme ça, et puis les bulles justement débordent et elles sont récupérées. Donc ça, c'est une des étapes, une des stratégies pour séparer ce qui a de la valeur de ce qu'il y a de la valeur. Exactement. Wow. Vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'on avait des questions? Pas de question. Non. On avait une question. Qu'est-ce qui peut influencer sur la grosseur des bulles? Est-ce qu'on veut jouer avec des grosses bulles, des petites bulles, ou ça ne nous dérange pas? C'est certain que tu veux des bulles qui soient, comme en ce moment, les bulles sont chargées, mais elles sont quand même grosses, donc sont difficiles. Plus les bulles sont petites, plus tu as une opportunité pour drainer. Ils ont plus d'eau dedans, donc c'est un petit peu plus propre comme mousse que tu sais. OK. Fait que des plus petites bulles, si c'est trop gros, ça, c'est en fonction de la quantité de produit qu'on va ajouter. Aussi, il y a le débit d'air que tu peux contrôler. Plus tu vas mettre d'air, la puissance à laquelle tu vas le mettre, ça va contrôler un peu la taille de tes bulles. Il y a l'agent moussant dont on parlait. La quantité d'agent moussant va également jouer sur ce paramètre. OK. Puis dans le fond, on a répondu à une des questions du public, mais on est live en ce moment. Si vous avez des questions, à tout moment, sentez-vous à l'aise. On est là pour répondre. C'est actif, là. Et si vous avez bien compris le procédé, dans le fond, le minerai de valeur, il est où? Il reste dans le fond de la cellule ou il vient dans la panne ici? Selon vous, c'est quoi qu'on va récupérer? C'est quoi le minerai de valeur? J'ai une question ici. Vous donnez des exemples de mines où ce procédé est utilisé. Exemple de mine. C'est une bonne question. C'est sûr que j'ai déjà mentionné qu'à la ronde, à l'usine d'Anico Eagle à Pressiac, il y a des cellules de flottation. On peut montrer sur le flow sheet un peu comment le diagramme de procédé. Comment on fait un. C'est certain qu'il y a aussi, Canadian Royalties,
On a la bulle qui est constituée de nickel, raglan, nickel. On a des opérations comme Goldex, Coplatérite. Il y a des opérations minières, en fait, qui n'ont pas de cellule de flotation. Parce que de moi, quand je pense, les bons qui en ont tous. Il y en a qui en ont, mais qui n'en utilisent pas comme tous. Ah, ok. Sinon, généralement, dans le procédé de l'or, on ne va pas nécessairement avoir des cellules de flottation. On va plutôt utiliser un procédé de l'exfiliation à la place. Ah, tout ça, on a une expérience tantôt un peu qui est reliée à ça qu'on va pouvoir montrer. Exactement. Fait que quand on essaie de séparer notre minerai qui a de la valeur de celui qui n'en a pas, on utilise plein de méthodes différentes. Puis la flotation, c'est une des méthodes qu'on pourrait utiliser pour certains minerais dans certaines circonstances. Parfait. Puis quand on veut construire une usine, pour savoir si on a besoin d'utiliser des cellules de flotation ou comment nos cellules de flotation vont se comporter, on vient dans un labo avant de construire l'usine pour voir certains paramètres. La grosseur, la quantité de produits qu'on va avoir à ajouter, l'ordre des étapes de séparation. Généralement, on va commencer par connaître les minéraux en question dans le projet, Ouais. dans le projet d'exploration. Puis à partir de la connaissance métallurgique, géométallurgique, je dirais, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut définir quel genre de procédé peut être utilisé pour la récupération des minéraux qui nous intéressent. Puis une fois qu'on a notre procédé, c'est là qu'on commence peut-être à définir les grosseurs, les équipements qu'on va avoir besoin, puis là vraiment commencer le design d'une usine complète. Un circuit. Ouais, un circuit, c'est bon, c'est vrai. Ouais. On avait fait le tour pour cette expérience-là? Ouais, pas mal. Cool. On passe à la prochaine. Merci Gaël, good job. On se revoit tantôt? Ouais. Yes. Ah oui. Bonne idée. Oui. À la caméra? Ben, c'est parce que j'étais pour comme. J'étais pour le filtrer peut-être, mais ça va être. Fait que là, normalement, on filtrait ça, puis on irait chercher qu'est-ce qui a de la valeur. Ouais. Cool. C'était quoi notre prochaine expérience? Oh, all right, Samuel. Fait que là, on fait la sédimentation. Ouais. Ça sert à quoi, la sédimentation? Je pense qu'on a un autre flowsheet même. En fait, la sédimentation, en fait, on va vouloir venir séparer en fait ce qui est la partie solide et en fait l'eau. En fait, on a un mélange d'eau et de matière en suspension en fait, qui est le solide. Oui. Parfait. On peut voir ici. Un épaississeur. Bon, C'est fait un que, exemple dans une usine. En fait, on peut avoir un épaississeur aussi de quoi qui peut être assez similaire. Aussi, on peut avoir un clarificateur aussi qui peut s'y rapprocher. fait que là, on va parler d'une autre stratégie de séparation entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Dans ce cas-ci, on est à la fin du procédé. Fait que ce qui a de la valeur, ça peut être l'eau. On veut récupérer l'eau, on ne veut pas la rejeter. On va avoir nos bassins de rejet avec les matériaux qui n'ont pas de valeur. On les renvoie dans des énormes bassins, mais plus il y a de l'eau dans nos rejets, plus les bassins doivent être grands. Fait que ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever le plus d'eau pour seulement rejeter le matériel. Le problème, c'est qu'à la fin du procédé, le matériel est très petit. Il flotte dans l'eau. On ne peut pas le laisser se déposer. On pourrait, mais il faudrait attendre très longtemps. Fait qu'on utilise des stratégies pour qu'il se dépose dans le fond plus rapidement. Là, je pense que je suis au bout de mes connaissances. Ouais. Je te laisse m'expliquer qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. En fait, ici, dans les deux cylindres, on peut avoir un peu l'exemple de ce qu'on peut avoir en usine. En fait, on a l'eau qui est mélangée avec les matières en suspension. Puis pour pouvoir venir l'accélérer, ça, on vous propose, en fait, ici, on a un disperseur, le silicate de sodium. Puis ici, on a ce qui est le floculant. On peut voir ici que le floculant est assez visqueux. On peut voir que c'est peut-être une viscosité qui peut ressembler un peu à du miel. De la slime. Oui. Puis on peut avoir ici de l'autre côté, je peux vous montrer un peu quoi la texture ressemble. On peut voir aussi que c'est un petit peu plus. Du sirop d'érable. Ouais, peut-être un petit peu plus de sirop d'érable. En fait, selon vous, en fait, je vais vous expliquer un peu c'est quoi que les deux font un peu pour
savoir un peu vous guider dans vos choix. Le disperseur ici, il va venir, en fait, il vient comme plus séparer les matières solides. Puis le floculant, en fait, il vient comme plus les rassembler ensemble. Il vient faire comme des plus... ça, il vient les agglomérer ensemble. En fait, selon vous, lequel des deux vous choisirez pour venir, en fait, accélérer la séparation entre l'eau et les matières solides? Ouais, je vais juste expliquer quelque chose dans le fond. Les particules qu'on a qui sont mélangées à de l'eau, là, juste vous montrer un peu, là. C'est des particules qui sont tellement fines, ça a 20 microns. 20 microns, on dit qu'un cheveu, c'est entre 50 et 180 microns. Fait qu'on est 3 à 9 fois plus petit qu'un cheveu. Ces particules-là sont tellement fines que même si on les laisse dans l'eau, ils restent en suspens. C'est une poudre. C'est pour ça que ça a l'air d'une espèce d'argile quand c'est mouillé. Puis c'est pour ça que dans nos béchères, c'est pas le bon mot, c'est quoi le mot? Cylindre. Nos cylindres. C'est pour ça que nos cylindres ont l'air d'avoir une espèce de grosse boue. Fait que là, la question, c'est de dire, pour que nos particules se déposent le plus rapidement possible, qu'est-ce qu'on va ajouter? Est-ce qu'ils vont se déposer plus rapidement si on ajoute du sodium de silicate? Ou est-ce qu'ils vont se déposer plus rapidement si on utilise un floculant? On a une réponse ici qui est avec le floculant. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse ou si c'est une mauvaise réponse. En fait, on va faire l'expérience, on va pouvoir voir à quoi, les ça, pros. en fait, à quoi ça ressemble. On va ajouter en premier ici le silicate de sodium. On va venir le mélanger un peu pour venir homogénéiser le mélange. Puis maintenant, on va ajouter le floculant à l'autre cylindre. As-tu besoin d'aide pour shaker ça, Samuel? Ça va aller. Ici. On va patienter un petit peu, mais on devrait. On peut voir déjà une différence qui existe entre les deux mélanges. Fait que notre floculant. Ouais, on peut voir que notre floculant, on voit ici les matières qui étaient en suspension initialement dans le mélange se retrouvent dans le fond du cylindre. Lui, le floculant, il regroupe les particules ensemble. Ouais, en fait, les particules regroupées ensemble en espèce de micro-party deviennent plus lourdes puis calent. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme principe par la gravité. En fait, c'est comme quand on vient sauter dans les airs, mais en fait, la gravité de la Terre va toujours nous ramener vers le sol. C'est un peu la même chose qui s'est produit dans le principe ici. Donc, la réponse qui était de choisir le floculant était exacte. Fait que si je voudrais récupérer mon eau dans un processus, dans un procédé, j'aurais beaucoup plus de facilité, j'aurais pas besoin d'attendre. Ouais. On a accéléré. Oui, t'accélères la réaction parce qu'en fait, ça pourrait se réaliser mais de manière naturelle, mais ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Donc, dans une usine, en fait, on veut optimiser le temps de réaction et tout ça pour. Puis en fait, ici, on a parlé un peu des ce qui était les clarificateurs et des épaississeurs. En fait, dans l'usine, ça ressemble un peu comme une grosse piscine. Puis en fait, au-dessus, on va venir retrouver l'eau, puis au fond, on va avoir les matières solides. Puis en fait, il va comme avoir un certain débordement d'un côté, puis on va venir récupérer l'eau, en fait, qui peut être réutilisée dans le procédé, en fait, au lieu d'utiliser de reprendre de l'eau d'une rivière, par exemple, du fleuve Saint-Laurent. Wow. Puis dans ma vie de tous les jours, Samuel, du floculant, il y en a-tu dans ma pâte à dents? Il y en a. C'est comment qu'on utilise ça dans la vraie vie, à part quand on est ingénieur chimique? Mais en fait, il y a un autre procédé aussi, ça peut être dans le traitement des eaux usées. En fait, qu'est-ce qui est l'eau que vous buvez à la maison, mais en fait, on peut avoir certains floculants qui sont utilisés pour enlever des matières indésirables dans l'eau. Ça peut être aussi utilisé des fois dans vos piscines chez vous. En fait, ça va pouvoir venir récupérer dans les filtres, on va pouvoir venir récupérer plus facilement les matières qui sont en suspension dans votre eau de piscine. Cool. Puis un ingénieur chimique, dans le fond, il est capable de calculer quelle quantité de floculant il va avoir besoin.
Puis combien de temps il va avoir besoin d'attendre avant que ça se dépose? Ouais, c'est tous des calculs qui peuvent être faits par un ingénieur chimique. En fait, pour venir optimiser, pas mettre trop de flocculants aussi pour rien, puisqu'il y a des raisons économiques et tout, en fait, pour optimiser en fait. Cool. Est-ce qu'il est possible, question de public, de mesurer le pourcentage de solide de la sous-verse? Oh, ben oui, c'est sûr. Quand on est en usine, c'est quelque chose qu'on monitore en temps continu. C'est ça qui détermine si on met la bonne quantité de flocculant, c'est ça qui détermine si on utilise notre équipement correctement. Jusqu'à quelle quantité, pourcentage, on est capable d'aller quand on fait ce processus-là dans un épaississeur? Ben, ça dépend des types d'épaississeurs. Ça dépend des types d'épaississeurs, Ouais. ça dépend du type de minerai, ça dépend du type de boue, ça dépend de la grosseur des particules. Exactement. Mais si, mettons, on parle de 65 Ça peut être un bon range. on ne se trompe Effectivement. pas. 65 on parle 65 Solide. solide. Fait que ça veut Massif. dire que 65 de ce qui va sortir en dessous est du solide, puis le 45 qui resterait, 35. 35. On Moi, je suis on pas suit. ingénieur Non, non, c'est chimique. bon. C'est correct. Puis le 35 restant serait de l'eau. Fait qu'on a quand même. Puis on aurait alimenté notre mélange, lui, comparativement à ces proportions-là. Mais ça dépend toujours du procédé qui est juste en amont. Mais généralement, ça peut être autour de 30-50% Ouais. qu'on va essayer d'amener à 65%. Fait qu'on a pratiquement doublé la quantité de solide entre l'alimentation puis ce qu'on sort en dessous. On a réduit de moitié la quantité d'eau qu'on avait. Quand Exactement. même bon. Puis, ouais, c'est ça. Cool! Prochaine question. Est-ce que cette expérience chimique est considérée comme une précipitation? Et si oui, quel procédé est utilisé une fois précipité pour faire la séparation? Wow, excellente question. Sam, je te mets sur le spot. As-tu une idée? Je peux répondre à ça? Ouais. All right. En fait, c'est pas une précipitation. Une précipitation, c'est quand il y a une solution aqueuse qu'on transforme en solide. Ici, les particules sont déjà sous forme solide, il suffit de les faire déposer dans le fond. Donc ici, ça ne serait pas une précipitation, ça serait une sédimentation. C'est ça la différence. Précipitation, il y a un changement de phase, si on veut, donc on passe de aqueux à solide, alors qu'ici, ça reste solide, c'est simplement qu'on veut qu'il y ait un déplacement. Fait que moi, mettons, une précipitation, j'aurais besoin de me faire expliquer c'est quoi spécifiquement. As-tu un exemple de précipitation qui serait populaire? La pluie. Comment? La pluie. La pluie. La pluie, non. Quand on refroidit de l'eau chaude, qui a beaucoup de sel dedans, puis qu'on retrouve notre dépôt de sel dans Ouais, le fond, ça peut faire un précipité ça aussi. serait une précipitation. Oui, Ce serait exact. facile à faire à la Mais maison. ça, c'est parce qu'en refroidissant de l'eau chaude, tu modifies la solubilité. Donc, c'est pas une réaction chimique en soi, c'est plus une modification du comportement physique. Ah, OK. Mais c'est une autre forme de précipité. OK, bon. OK. Presque. Est-ce que ça répondait à la question? J'assume que oui. En tout cas, on a fait de notre mieux. Y a-t-il d'autres questions? Fait que pendant qu'on faisait ça, puis qu'on jasait, moi puis Sam, Gal, il a continué son truc qu'on a fait avant, puis Exact. Donc, explique-nous qu'est-ce que tu faisais pendant Ça, qu'on c'était- était occupés, nous. la masse flottée, donc toutes les espèces de bulles que je ramassais, on les a récupérées, on les a filtrées pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je peux vous le montrer d'un peu plus proche là. On l'a fait sécher, on l'a fait filtrer. Et quand on le regarde, on peut voir à quoi ça ressemble. On voit que c'est très doré. Donc on comprend que les minéraux en présence ont beaucoup de valeur et que notre flottation a marché. Et là, nous, on avait un mélange de cuivre, si je me rappelle, et de Exact. zinc. Fait que ce qui brille, C'est essentiellement du cuivre. on a soulevé du cuivre. Ce qui est utilisé dans les Ouais. matériaux. Je me répondu à la question par quel procédé séparez-vous les mélanges de fois précipités? J'ai dit que c'était pas une précipitation, c'est une sédimentation, mais une fois que c'est séparé, comment on fait pour vraiment le séparer? Mais si tu as un bassin d'épaississeur, souvent c'est sous forme conique, donc tout ton solide ici se ramasserait dans le fond. Donc on a des pompes qui pourraient enlever le solide, alors que l'eau purifiée s'enverrait dans la surverse, déborderait du bassin. Donc c'est comme ça qu'on séparait ici, dans un procédé industriel, l'eau claire du bassin. Alors ici, ça serait pompé, puis on limiterait, on quantifierait la vitesse de la pompe pour pas qu'on, dans le fond, pour qu'il y ait toujours une couche de solide dans le fond, pour pas pomper de l'eau claire. L'eau claire ici déborderait sur les côtés, puis on peut la récupérer, puis ensuite l'utiliser dans le reste du procédé, pour éviter le gaspiller comme ça m'avait expliqué tout à l'heure. Super. On passe à la prochaine expérience? C'est avec toi la prochaine, Charles? Non, je pense que la prochaine, c'est la titration avec Samuel encore une fois. Donc ici, avec la titration,
Ici, dans le pêcheur, on peut trouver du cyanure. Puis ici, on peut trouver du nitrate d'argent. Puis, en fait, la titration, ça permet de venir déterminer, en fait, on connaît la concentration de nitrate d'argent. Puis ici, on a en fait la concentration en cyanure qu'on veut déterminer. Donc, par titration, on peut en trouver la concentration. Avant que tu fasses ça, Ouais. la raison pourquoi on veut savoir la quantité de cyanure qu'il y a dans notre petit bécher, en quoi, la façon ça c'est attaché à l'industrie minière ou le traitement minerai. Je vais parler spécifiquement du traitement de l'or. On utilise le cyanure dans le traitement de l'or parce que l'or se dissout avec le cyanure. Le cyanure, comme toute chose, coûte de l'argent. Coûte de l'argent à l'utiliser, mais aussi, une fois qu'on a utilisé le cyanure, pour être sécuritaire, on veut s'en débarrasser. Fait que si on utilise trop, on était en train de parler justement pendant qu'il réglait. J'étais en train d'expliquer qu'on était tous les deux des joueurs de hockey, puis quand nos carrières de hockeyeurs ont pris fin, on a recommencé à étudier un peu plus, de façon un petit peu plus assidue. Puis moi, j'ai décidé de devenir ingénieur mécanique. Toi, Samuel, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le programme de génie chimique de l'Université Laval? Moi, j'ai choisi génie chimique, surtout parce que, surtout rendu au cégep, j'ai beaucoup apprécié les cours de chimie qu'il y avait. Aussi, un côté un peu plus perspective d'emploi. Aussi, je trouvais qu'il y a quand même des bonnes conditions dans le domaine. Il y a beaucoup d'emplois, puis il y a une bonne variété aussi d'emplois qu'on peut trouver dans le génie chimique. Ça peut être autant de voies alimentaires, minéralurgie, métallurgie, raffinage de pétrole. Il y a vraiment une multitude de domaines qu'on peut en fait cibler. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, je suis très d'accord. L'industrie minière en ce moment, on a besoin de beaucoup de gens. Juste où je suis, on embauche 12 personnes en ce moment. Puis je regarde tout le monde dans la salle qui travaille dans des entreprises, puis ils ont plein d'emplois ouverts. Fait qu'on retourne à notre expérience. Je ne sais pas où on avait perdu le signal, mais on est en train d'expliquer qu'on veut mesurer la quantité de cyanure. On a ajouté un indicateur orange dans un liquide blanc. Et puis là, on a une solution Le nitrate d'argent. Ouais. Puis là, on demandait aux gens, d'après vous, qu'est-ce qui va arriver quand on va mettre du nitrate d'argent? Il y a quelqu'un qui dit que ça va exploser puis on va mourir. J'espère que non. On a d'autres réponses. Il y a des gens qui disent qu'il ne va rien arriver. Ah, on va regarder. Vas-y, Ouais. on te laisse aller. Donc, pendant que tu fais ça, je veux juste dire aux gens que cette opération-là ici, waouh, ça a changé de couleur. Ouais, assez Avez-vous vu, rapidement. ça a changé de couleur? On peut voir qu'il est devenu rouge. Ouais, comme un rose. Puis au début, c'était jaune, là. Fait que là, à ce moment-là, quand ça change de couleur, on a mesuré une quantité de cyanure initiale. Comment qu'on fait pour mesurer la quantité de cyanure? Ben, en fait, en faisant ici la titration, on a déversé une certaine quantité de volume de nitrate d'argent. Puis pour le nitrate d'argent, en fait, on connaît sa concentration, son volume. Puis en fait, avec ces paramètres, en fait, on va pouvoir trouver la concentration de le cyanure qui est contenu dans notre bécher. Là, juste rappeler aux gens, ici, on est en labo, on a des sarraux, mais ce qu'on vient de faire, cette table-là, le setup qu'on a en ce moment, c'est typique de ce qu'il y a dans les usines. C'est typique de ce qu'il y a dans la plupart des usines qui utilisent du cyanure, que ce soit en Abitibi, que ce soit ailleurs dans le nord de l'Ontario, que ce soit dans la plupart des opérations minières pour l'or. Une table, une scoop, ou si je peux dire une soupière, dans laquelle on récupère notre matériel, on s'installe sur une table, on met un indicateur, on déverse un produit, puis on prend des relevés, puis on mesure la quantité de cyanure. Ouais. En fait, aussi, ça ne se produit pas juste en laboratoire, ça peut se produire aussi dessus une cuve de lixiviation. Il peut y avoir un opérateur qui vient récupérer un certain échantillon dans la cuve, qui fait ses tests pour venir déterminer la quantité de cyanure. Wow, fait qu'on a comme travaillé, mais c'était vraiment facile. Ouais. Excellent. Je pense qu'on passe à la prochaine expérience. Good. C'est où la prochaine? All right. On s'en retourne voir Charles. Ouais. Donc ici,
Je pense qu'on va pas spoiler le contenu de l'expérience. On va commencer par montrer, je pense, les Ouais, on deux montre les minéraux qu'on a échantillons. ici. On commence avec ceux-là. En fait, on peut commencer avec lui. Lui, ici, commence avec c'est lui. ce qu'on va mettre dans la prochaine expérience, c'est notre alimentation. Donc, il y a deux types de minéraux là-dedans, puis on cherche à les séparer. Une fois séparés, ça devrait donner quelque chose comme ça ici. Ben là, je comprends pas. Ça, c'est Ouais, tout je pense petit, que ça, c'est c'est pas trop la gros. Non, c'est pas exactement la même affaire. Mais on va partir d'un feed, d'une alimentation si on veut. C'est pas celui-là se divisera pas en ces deux-là. On va prendre lui, c'est plus simple. Ouais, celui-là ici. Fait que ça, Exact. c'est normalement ce qu'on alimente, c'est notre prochaine étape. Celle-là, Ouais. je l'aime parce qu'elle est très visuelle. Puis je l'aime aussi parce que. Parce que quoi? Parce que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le lithium. Puis on a des opérations de lithium en ce moment au Québec qui sont sur le point de redémarrer. Je trouve ça très excitant. C'est visuel. On a un matériel qui a de la valeur qui est blanc, puis on a un matériel qu'on n'a pas besoin, qu'on veut se débarrasser, qui est noir. Ça, c'est, disons, après certaines étapes de broyage, ça pourrait ressembler là, à ce qu'on essaie de. Nos stratégies de séparation qu'on parlait tantôt. Là. Ouais. Mais dans ce cas-ci, on a une stratégie qu'on peut utiliser qui est vraiment simple, très intéressante. Donc, ici, les deux minéraux, ça, c'est une fois qu'ils ont été séparés. Ici, j'ai un aimant, en fait. Alors, quand je vais l'insérer dans l'un ou l'autre des deux minéraux, lequel devrait coller après l'aimant d'après vous? Le minéraux plus blanchâtre ou le minéraux plus noir? Fait qu'on a un des deux minéraux qui est magnétique, Exact. puis on a un des deux minéraux qui n'est pas magnétique. Fait Donc qu'on va ici- utiliser un aimant pour les séparer. Exact. Donc ici, la séparation, contrairement à la flottation où est-ce que ça se base sur l'hydrophobicité, ici, ça se base purement sur les propriétés magnétiques. Fait que, mettons, en termes de matériel qui est magnétique, des exemples, ça pourrait être le fer. Le fer. D'ailleurs, il y a un minerai de fer qui s'appelle la magnétite. C'est pas pour rien, c'est très magnétique. OK. Est-ce qu'on a eu des réponses? Est-ce que quelqu'un s'est osé? Des gens répondent le noir. Le noir. Il y a du monde qui disent le blanc. Il y en a qui disent aucun des deux. On va commencer par essayer avec le blanc. Il n'y a rien qui colle. Donc, il n'est pas magnétique. Si on y va plutôt ici, on voit que ça colle. Une fois que je lâche l'aimant, bien ça tombe. Là, pour mettre encore plus en relief, si on veut dire, je les ai mélangés ici, là. Et on ramasse le minerai qui est magnétique. Exact. Continue, on n'a pas fini, je veux ça clean, là. Attends, tu peux faire plus rapidement. Là. On peut le faire plus rapidement qu'un gars qui a un aimant dans ses mains. En Ouais. usine, on fait pas ça comme ça. Exact. Ça se fait pas à la main à l'usine. Montre-nous comment ça marche en vrai. Alors, ici, on a un convoyeur sur lequel notre alimentation a été déposée. Donc, il y a la magnétite, il y a l'autre minerai. Une fois que je vais allumer le convoyeur, le minerai va lentement se déposer sur un aimant. Et l'aimant, en fait, va rouler, puis il va permettre la séparation des deux matériaux. Donc ici, on a une première cuve où est-ce que va se retrouver le premier minerai. Le deuxième minerai va se retrouver dans la deuxième cuve. Alors, la question que j'ai ici, c'est quel minerai va se retrouver dans la deuxième cuve? Le magnétique ou le non magnétique? Ah oui, le rouleau est un aimant, en fait. Alors, il y a certaines particules magnétiques vont aller dans un ou l'autre des bassins. On cherche à savoir, est-ce qu'il va aller dans le deuxième bassin ici ou dans celui-là ici? Lequel Je des deux? comprends. Fait qu'ici, on a un aimant. Le matériel va rouler sur notre tapis. Oui, exact. Il y en a qui va coller à l'aimant, puis il y en a qui va juste continuer tout droit. Je viens de donner la réponse dans mon Oui, il explication. vient de donner la réponse. Il vient de donner la réponse. Ici, on me dit le deuxième. Exact, le deuxième. Alors, ça va rester collé à l'aimant, puis tout simplement, les matériaux magnétiques vont aller se déposer dans celui-là ici, alors que les autres vont continuer. Bon, on peut voir comment je peux enlever l'aimant. On va allumer le convoyeur. Est-ce que tu peux me lancer le pied? Alors là, on peut manipuler la vitesse pour rapprocher le fil. Une fois qu'il est assez près, on va le ralentir. Exact. Je vais montrer les deux queues pour voir. Non, regarde, regarde, On peut l'arrêter et montrer.
Donc, puisqu'on ne s'entend pas, alors que ça, on va l'arrêter pour montrer le résultat. Alors qu'on voit qu'ici, c'est presque que de la magnétite. Ici, il y en a un petit peu, il y a eu des pertes, un petit peu de contamination, mais on voit que contrairement à l'alimentation, il y a déjà une grande purification qui a été effectuée. Donc ça, c'est le principe de la séparation magnétique. Ça utilise peu ou moins les propriétés magnétiques de chacun des minerais, puis ça permet de séparer, par exemple, notamment le fer, qui est très magnétique comparé à d'autres minéraux. Donc c'est une méthode qui est utilisée en industrie. Wow! C'est simple, C'est simple, hein? mais c'est efficace. Très. Le flow sheet. L'autre On chose, peut regarder le flow sheet, sinon. ah, ben ouais. Ici, c'est un flow sheet, justement, pour séparer le fer. On voit qu'à un certain endroit, il y a un aimant. L'aimant est un diagramme de procédé. Wet Magnetic Separator. Il y en a un ici, un aimant. Donc, c'est vraiment vers la fin. C'est vraiment vers la fin que je trouve ça. C'est pas au début du procédé Dans que le je fond, trouve on peut montrer. le magnétique. Une question du public. Oui. Est-ce que c'est efficace pour qu'à chaque passe, on ne soit pas obligé de le refaire une deuxième fois? Est-ce que c'est assez efficace? En général, On va de avoir une efficacité assez élevée, mais on va vivre avec l'inefficacité. On ne va pas repasser le matériel typiquement. On va avoir deux types de séparation magnétique. Bien, il y a trois types en fait. Il y en a une qui va être à sec. Il peut y en avoir une qui va être à basse intensité. Il va y en avoir une qui va être à haute intensité. Ouais, c'est ça. Celui-là est à quelle intensité? Ben là, ici, on avait une séparation qui était sec. Oui. Mais on pourrait très bien s'imaginer ce matériel-là aller dans d'autres étapes de procédé, puis plus tard repasser dans un autre système de séparation magnétique, mais qui pourrait être mouillé, qui pourrait être à basse intensité. Puis plus on continue, moins on a de matériel magnétique, plus il faut augmenter l'intensité de nos électroaimants pour faire la séparation. Donc, des fois, on a une étape de séparation magnétique préliminaire. On a d'autres étapes entre les deux de la flottation, des circuits spirales de gravité. Puis on aura une autre étape de séparation magnétique. Donc, des fois, il n'y en a pas deux collines nécessairement. On en retrouvera une plus au début, une plus à la fin, pour vraiment séparer toutes nos particules magnétiques. Il y a une nuance que je vais apporter. Dominique m'a un peu amené quelque chose à mon attention. Oui. Le matériel magnétique qu'on veut séparer, il y a deux raisons. En fait, le diagramme de procédé qu'on regardait, on parlait ici d'un diagramme pour le fer, pour le minerai de fer. Fait qu'on peut comprendre que si on est dans une opération de fer, on veut le fer. Le fer a de la valeur. On veut le produit magnétique. Mais dans d'autres opérations, il y a besoin d'être à haute teneur, il y a besoin d'être magnétique. Il y a d'autres opérations où ce que le fer nous nuit. Il n'y en a pas assez, mais on veut s'en débarrasser. Il nuit à la qualité de notre produit final. Donc, on le rejette. Donc, dépendamment du procédé d'opération qu'on a, on va utiliser cette stratégie-là différemment. Exact. On ne rejette pas toujours le produit magnétique. Ça dépend exactement de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut le produit qui est magnétique? Est-ce qu'on ne le veut pas? C'est simplement une technique de séparation. On avait des questions. Oui, une question du public. Ouais. Qu'est-ce qui amène un ingénieur mécanique comme toi, Alexandre, à être travaillant en métallurgie dans le secteur des mines? C'est quoi ton parcours? Excellente question. Dans les opérations minières, on utilise des équipements, des machines qui nécessitent un dimensionnement. Puis souvent, ça va être le travail d'un ingénieur mécanique. Les ingénieurs mécaniques vont être aussi impliqués dans le design, dans la mise en place des équipements dans l'usine. Puis l'autre élément aussi qu'on peut dire, c'est qu'on parle de génie chimique depuis tantôt, mais cette stratégie de séparation-là est pas mal plus proche du mécanique que du chimique. On n'a pas de réaction chimique ici. J'espère que ça répond à la question. Oui. Good. Prochaine expérience. On allait pour une des deux dates d'agitation. Je pense qu'on voulait laisser le public décider peut-être laquelle il préférait en premier. Là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on fait un autre type de séparation. Une autre question. Une autre question. Combien de temps d'études pour devenir ingénieur chimiste, métallurgique ou mécanique? 4 ans de bac. 4 ans universitaire. Exact. Donc, on a terminé notre secondaire. Il faut comprendre. Non, simplement le bac. Le coop aussi, je pense que c'est 4 ans. Coop, c'est juste qu'il rajoute des stages. Là, on parle de finir notre secondaire.
aller au cégep, puis après faire 4 ans universitaires. Ça a l'air long, mais ça passe vite. On s'amuse. Puis tantôt, avant, vous étiez là sur les 4 ou 5 personnes ou 6 personnes qu'on discutait. Je vous dirai pas lesquels d'entre nous avaient des très bonnes notes à l'université, puis lesquels n'en avaient pas, mais il n'y avait pas que des premiers de classe. Il y a des gens qui se sont découverts un intérêt pour ça sur le tard, qui avaient besoin d'étudier un peu plus. Il y a d'autres gens qui c'était plus facile, mais je vais essayer de défaire le mythe que faut être bon, faut être bolé. Non, c'est juste, si on s'amuse là-dedans, c'est très facile. Le génie, c'est pour tout le monde. Il faut juste être méthodique. C'est bon, ça. Bien s'appliquer. Cool. Une autre question. Quelle est la différence entre un ingénieur chimiste ou métallurgiste? Ah, ça, c'est à vous, le gang. L'ingénieur métallurgiste va être beaucoup plus centré sur le traitement du minerai, alors que la chimie, c'est un peu plus au niveau des procédés. C'est un peu plus large. C'est moins comme une niche comme dans le traitement du minerai. Y aurait-il d'autres industries qui utilisent des ingénieurs chimistes, Kim? L'alimentaire, le cosmétique, Pétrole, pétrole. pâte et papier, n'importe quoi qui a une transformation dans le fond. Ici, on dit souvent génie chimique, parce qu'on a une formation beaucoup plus pétrochimique, mais en Europe, on dit souvent génie des procédés, puis ça peut être interchangeable. Par procédé, on veut dire, on passe de l'alimentation, on veut le transformer en un produit fini. On peut penser à du pétrole, on peut penser à des produits pharmaceutiques à partir de produits naturels. Beaucoup d'opportunités très versatiles. Contrairement à la métallurgie ou la minéralogie, ils apprennent énormément sur un domaine en particulier. Génie chimique, on touche un petit peu à tout. Cool. Donc, on touche moins, on va être moins spécialisé, mais on peut ensuite se spécialiser. Ben justement, tu as fait des stages dans d'autres industries. Oui. Tu n'as pas juste fait des stages dans l'industrie minière ou métallurgique, tu as travaillé dans des. Exact, j'ai fait des stages de recherche en environnement, par exemple. Ensuite, j'ai décidé d'aller plus vers le minerai. Ici, j'ai un collègue qui a fait des stages en génie génétique, si on veut. Wow. C'est très versatile. Excellent. Fait qu'on est prêt pour notre prochaine expérience? Excellent. Ici, l'alimentation, tantôt que j'avais confondu pour une mauvaise, en fait, elle va nous servir tout de même. Parce qu'ici, on a 2 alimentations. On a 2 types de minerais, des mélanges, si on veut. Puis on a 2 tables d'agitation. On aimerait savoir lequel vous voudriez voir, lequel vous pensez qu'il serait le mieux séparé par lequel des tables d'agitation. On met celui-ci sur cette table-là. Fait que là, on a des matériaux à séparer ici. Oui, exact, c'est ça. On peut le voir avec la couleur. On n'est pas capable de le séparer en sédimentation, en flottation parce que c'est trop gros. On ne peut pas le séparer magnétiquement parce qu'ils ne sont pas magnétiques. Exact. Mais les matériaux ont des densités différentes. Alors, certaines particules sont plus lourdes que d'autres. On peut exploiter ça avec justement des tables d'agitation. Fait que si maintenant j'essaie de m'imaginer densité, qu'est-ce qui est visuel dans notre vie de tous les jours qui ont 2 densités différentes, maintenant? Très dense. Par exemple, la glace qui flotte sur l'eau, ça serait facile. Exact. La glace flotte parce que sa densité est moins élevée que l'eau. Quelque chose comme de l'acier, c'est beaucoup plus lourd que du bois, par exemple. Ouais, c'est beaucoup vrai. plus dense. Un morceau, une boule d'acier, c'est beaucoup plus lourd qu'une boule de bois. Ouais, exact. Fait que là, ici, on a des particules qui sont très lourdes, acier, d'autres qui sont plus légères, bois. Ouais. Puis on va utiliser des tables vibrantes pour les séparer. Cool, on fait ça. On a-tu une de préférence? Il y en a une qui est en stainless, qui est vraiment belle. Il y en a une qui a l'air plus vieille, mais elle fonctionne aussi très bien. La question, c'est est-ce que les gens préféreraient qu'on utilise la nouvelle Ou la vieille. ou la vieille? Bon, moi, je suis vieux, j'aime tout le temps mieux les vieux en premier. Ça te dit à ta place. Tu peux faire des deux. On va faire la vieille en premier. La vieille en premier. Ouais. Le minerai est déjà dedans. On va le faire semblant de le verser. On va faire ça. Ah, on demande la nouvelle. On va faire la nouvelle. Bon, esprit contradictoire. On va le faire avec celui-là. Avec lui là-dedans? Oui. Genre, tu vois ça? Non, ils ont décidé de mettre la nouvelle de ton. Mets ton eau. On peut commencer par l'eau sur les côtés. Oui. Peut-être l'eau sur les côtés va servir à garder le minerai au centre quand la table va commencer à agiter.
Fait que là, cette table-là va bouger. Oui. On met de l'eau. Donc, là, On va déposer le minerai qui va aller jusque-là. Puis là, on va faire une séparation entre ce qui est lourd ou très dense Ouais. et ce qui ne l'est pas. qui est très... En fait, je vais commencer à expliquer tout de suite parce qu'une fois que l'agitation est partie, ça va être difficile de s'entendre, ça fait beaucoup de bruit. L'eau va entraîner les particules vers le fond. Certaines particules vont se laisser entraîner, d'autres non. Je vous laisse deviner, est-ce que c'est les particules les plus fines ou les plus lourdes qui vont se retrouver à la fin? Fait que les particules très lourdes vont venir ici ou vont rester au centre. Oui, exact. C'est ça la question. Est-ce que les particules lourdes vont rester ici? Est-ce qu'on va être plus vers la fin? Ils vont se retrouver dans le bac qu'on a déposé à la fin? C'est plus les légères. Comment vous voyez la dispersion des différents types de particules? Bon, il y a du monde qui sait ce qui vont rester. Il y a Les du monde plus qui lourdes sait ce au qui vont fond. partir. Il y a les deux. Je parle de robinet en même temps. Il y en a qui partent déjà. On n'a même pas besoin de le shaker, puis ça s'en va déjà. Un petit peu fort. L'eau est un petit peu trop forte. On ne veut pas mettre trop d'eau, sinon ça va apporter toutes les particules. Cool. Fait que là, Exact. shake-nous ça. Là, j'allume le robinet également pour avoir une autre source d'eau qui va les propulser par ici. OK. On allume simplement la table comme ça. Mais là, en même temps qu'on se sépare, on voit la couleur. On voit les couleurs, on voit les particules qui se déplacent beaucoup plus que d'autres. Ça prend combien de temps en général? Pour faire la séparation, Ouais. je pense que ça, c'est genre d'affaire qu'il faut attendre 8 heures à peu près. 8 heures? Ouais. Ah, bien pas, non? Si les étudiants veulent rester 8 heures en classe encore? Ah, je sais pas. Je pense qu'on a vraiment déjà perdu toutes les fils. On est déjà correct? Ouais. J'arrête ça. Avec l'eau. Oui. Là, c'est vraiment beau, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit là, là? Ça brille. Ouais, alors la séparation a été faite. Alors au final, c'est les particules plus lourdes qui retrouvent au centre. Là, nos particules lourdes, c'était des particules d'or. Exact. Ici, on a de l'or. C'est de la vraie or, là. C'est de la vraie or. Exactement. Plus D'accord, cher des bijoux. Ça vaut cher? Ça vaut quand même cher de l'or. Le prix de l'or est à combien en ce moment, Kim? 1800 à peu près. 1800 $ 1800 $ pour de l'or. Oui, alors, long, ouais. On aurait-tu un once là-dedans, peut-être? Je suis passée le calcul, mais c'est quelque Assez chose pour se autour payer de- un souper, mettons. Souper où? Au McDo? Mais en fait, on parle d'une concentration d'à peu près 1500 ppm qu'il y avait dans cet échantillon-là. Fait que c'est 1500 grammes-tonnes d'or. 1,5 g. Puis on a environ 25 grammes. 50 grammes peut-être. Question du public. Est-ce que c'est le même procédé que ce que les prospecteurs d'or utilisaient lors du plan de baisse? C'est ma question préférée depuis le début. C'est exactement ça. Cette personne-là est vraiment super. C'est en plein ça. On utilise une certaine quantité d'eau, puis avec la différence de densité des particules, on est capable de concentrer nos particules plus denses, plus lourdes, au centre, puis les particules plus légères, soft. Puis là, on a shaké, mais juste d'une façon un petit peu plus bruyante, puis un petit peu plus industrielle pour séparer les Mais tu particules. t'es pas fait mal au bras. Pas du tout. En fait, ici, les particules légères se retrouvent au fond parce qu'ils sont moins lourds, donc ils résistent moins au courant d'eau qui va les emporter jusqu'au fond. C'est pour ça que c'est les particules légères qui se trouvent au fond, alors que les particules plus lourdes peuvent résister au flux d'eau, si l'on veut, et se retrouver au centre. Ça permet une belle séparation quand même pour un procédé qui est assez simple. Fait que là, dans le fond, pour aller à la prochaine expérience, qui est un peu similaire, il faut le dire, on a vu qu'on a déposé du minerai, puis on a attendu les bras croisés dans une usine, comme, je sais pas, on ne va pas montrer le flow sheet, mais dans une usine comme qu'il y a à Casa Berardi pour Éclat, ou aux autres opérations orifères en Abitibi. C'est sûr qu'on essaie de ne pas attendre les bras croisés. On a des opérations qui sont en continu. Comment qu'on fait pour prendre ce procédé-là ici, puis l'amener de manière continue? Est-ce qu'on est toujours en train de verser du minerai?
Est-ce qu'on prend des pelletés? En fait, on va utiliser une machine qui est complètement différente. Charles, je te laisse nous introduire à la vieille machine. Alors, cette vieille machine. Je l'appelle la vieille machine, mais elle a Cette un vieille autre nom. machine. La Wheel Flake. Cette vieille machine, si on veut, utilise le même principe. Alors, c'est simplement une différence basée sur la densité. Donc, particules légères versus particules lourdes. Ici, on va insérer l'alimentation qui va se déposer comme ça. Puis, il y aura de l'eau qui va partir de ce côté-là. Puis, certaines molécules vont se retrouver dans les résidus, donc vont tomber ici, puis dans les bassins ici. Ce sont des particules légères qui vont tomber ici, ils vont être facilement apportées par l'eau. Les particules lourdes vont être plus aptes à avoir un déplacement horizontal, vont se rendre jusqu'au fond ici, pour être séparées en étant récupérées ici. Là, ici, dans le fond, on ne voit pas dans la cuve, mais dans la cuve, chaque endroit différent a un trou qui nous mène à un endroit, un seau différent. Ouais. Fait que dépendamment d'où les particules vont atterrir dans notre cuve de métal, ils vont aller à des endroits différents. C'est comme ça qu'on va finir Ça par dépend de la séparer. séparation qu'on veut. Exact. Différentes cuves. Les cuves plus proches d'ici auront plus du matériel lourd, oui, mais peut-être un petit peu de contamination pour les particules légères. Parce que plus ici, ça sera presque que du lourd. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a comme une trace ici fine. Ça, d'habitude, c'est le matériel lourd qui se retrouve ici. Donc là, on va avoir de l'eau, on va avoir une pente, on va avoir du matériel qui va entrer, puis tout ça va se mettre à vibrer. Oui. Donne-y-en. J'ai touché à rien d'autre. On a épuisé tout l'eau ensuite. Il y a un cours d'eau. D'où l'importance du procédé de sédimentation. Il va tout déréguler. Ouais, c'est ça. Ne pas assez sédimenter. Il y a quelqu'un qui l'a Fait que là, on met de l'eau pour diriger les particules qui sont plus légères, comme on faisait tantôt. Ouais. Et on contrôle la quantité d'eau, la vitesse à laquelle l'eau se déplace. Le convoyeur va lentement déplacer les particules dans le bassin ici, puis ils vont commencer à descendre tranquillement sur la table de station. Une légère pente. On va pouvoir le tirer du poste. Charles va pouvoir voir les particules se séparer en fonction de leur couleur, en fonction de leur grosseur. Question du public. Est-ce que ce procédé doit être répété à plusieurs reprises ou si le niveau de pureté est en général très bon après? C'est pas quelque chose qu'on répète. Non, pas nécessairement. Généralement, on va souvent les répéter déjà après une autre étape avant. Après ça, on va, comme par exemple, les deltas, là, mais je peux utiliser le nom. Séparateur gravimétrique. Séparateur centrifuge, en fait. Généralement, c'est ça, on va penser en centrifuge avant. Dans la suite, on va concentrer davantage sur les différentes étapes. C'est assez difficile à voir, mais il y a une chose qui est très claire, c'est que nos particules qui réussissent à se frayer un chemin jusqu'au bout, c'est les particules qui sont noires et assez grosses. Exact. Parce que les particules plus légères, vu la pente et l'eau, vont suivre l'eau et sortir de la table plus rapidement que les particules plus lourdes. C'est ce qui est en train de se passer? Exact. Donc, encore une fois, les particules légères sont évacuées et les particules lourdes vont former un amassement solide, si on veut. Cette machine-là, cette expérience-là, j'ai fait des blagues tantôt, mais vraiment efficace. Puis je l'aime beaucoup parce que c'est exactement qu'est-ce qu'il y a d'installé dans les usines, à plus petite échelle. Fait que je ne sais pas si vous réussissez à vous imaginer une machine qui est peut-être 16 fois plus grande que ça, mais les opérations qu'on va voir tous les jours, dans lesquelles on travaille, utilisent directement ça pour récupérer de l'or ou se débarrasser d'autres choses. À la suite de ton commentaire, Alexandre, quelle des deux tables est la plus efficace?
pas tant une question d'efficacité, c'est plus qu'il y en a une qui est pour faire des tests, il y en a une qui est pour l'opération en continu. Tu peux voir ici l'imaginer, tu peux alimenter cette boîte d'alimentation-là, je pourrais le faire. Et ça, on n'a pas besoin d'arrêter. Tantôt, on était très manuel tantôt. On déposait, on attendait les bras croisés. Ici, en continu, je peux aller m'occuper d'une autre machine, d'une autre étape de ma séparation. Je n'ai pas besoin de rester à côté. C'est la différence. La table ici, peut-être un peu plus sensible, un peu plus efficace pour les grosses particules. Ah, Parce ok. que là, c'est plus grosseur. Si tu as des fils, tu peux aller avec un plateau plat. Puis, si tu as des grosseurs, mais tu vas avoir les Donc la taille des particules est plus importante pour cette table-là. Mais là, on le voit bien, là, ce que ça a fait. Là. On est vraiment là, on a nos particules très lourdes. Puis la grosseur des particules, les particules plus grosses, ici, là, on a une gradation, tu comprends. Là. Ouais, ben là, c'est une gradation grosseur de particules et densité. On le voit, on a On va faire, puis On a une bande blanche de grosses particules, après ça on a des particules noires de plus en plus épaisses, puis après ça devient brillant. la bande blanche de grosses particules, mais elle reste là parce qu'ils sont grosses. Ouais. Les petites particules sont partout. C'est comme un arc-en-ciel de la séparation. Nos petites particules sont déjà parties. Le silice, Ouais, le silice. Regardez la couleur, le minéraux qu'il y a là-dedans versus celui qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si on voit ici, c'est beaucoup de minerais noirs. Ici, il y en a un petit peu, oui, il y a des pertes, mais pas beaucoup comparé à toute la silice qu'on a. j'avais pas montré, mais la capable pour imiter les spirales qui sont utilisées dans la plupart Oui. de nos usines de fer de la Côte-Nord. On va aller donner une micro-explication de ça. J'avais oublié. Fait que sur notre poster, ici, on voit quelque chose qu'on appelle des spirales. La spirale va faire une séparation de la même façon que notre table vibrante, c'est-à-dire en fonction de la densité. C'est pas très pratique d'avoir des spirales en labo, mais avec la machine qu'on vient de montrer, la table vibrante, on est capable de recueillir assez de données de séparation, assez d'informations pour pouvoir faire une sélection du type de spirale qu'on voudrait utiliser en usine. Plus on utilise la bonne spirale, plus la séparation va être bonne. Plus on utilise la bonne spirale, moins notre usine va nous coûter cher. Donc, c'est l'idée de ce test-là. Je pense qu'on a fait le tour de nos expériences. Fait que je vais vous inviter à me suivre. On va aller voir tous nos étudiants qui nous ont aidés. Puis on va mettre fin à cette expérience-là. Dominique, merci de nous avoir accueillis dans les labos de SGS. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours tous bienvenus à venir nous visiter à Québec. C'est sûr qu'on veut faire ça. Kim travaille dans l'industrie. Beaucoup merci pour tes connaissances. Merci de m'avoir aidé quand j'étais mal pris dans mes explications. Question publique, peux-tu parler de ton parcours? Mon parcours, oui. En fait, j'ai fait génie des matériaux à l'École polytechnique. Par la suite, j'ai fait quand même plusieurs stages là, en recherche, en essai de matériaux. Puis j'ai abouti en génie conseil pour finalement travailler dans l'industrie du traitement du minerai. J'ai eu la chance de travailler là, à Fermont, encore, là, parce que vous avez vu la dernière affiche avec les spirales. Nous, on en avait des milliers. Fait que c'est vraiment une expérience super intéressante. Puis actuellement, je travaille chez Cisco pour le design d'un projet minier. Le développement d'un projet, c'est vraiment cool. Fait qu'il n'y a pas de mine, il y a des gens qui se sont promenés, qui se sont dit, il y a sûrement de l'or à cet endroit-là. Puis toi et ton équipe, vous allez faire des tests pour bâtir une usine qui va permettre d'extraire cet or-là. Ça, c'est beaucoup de gens qui vont travailler. C'est des installations qui sont vraiment intéressantes. C'est dans le nord du Québec. C'est vraiment cool. Ouais. Nice. Ça, c'est toi qui fais ça. Tu es directeur du projet. Exactement.
Cool. J'ai l'assurance de travailler là. Ouais, Wow. Merci. Tu travailles avec Charles, qui est un de tes stagiaires. En fait, j'ai fait un stage cet été, puis ils m'ont gardé à temps partiel, étant donné que j'avais le temps, prendre des cours en même temps, puis de travailler. Ouais, c'est Ça me vraiment donne cool. l'expérience pratique, puis en même temps, je peux prendre mes cours, continuer mon parcours. Et tu vas sûrement voyager aussi quand ça va venir le temps pour aller Quand voir venir ça. le temps. Oui. Wow. Merci Charles, c'était vraiment Merci. bon. Samuel, tu termines tes études quand? Moi, je termine en avril mes études. Excellent. Puis après, on espère l'industrie minière qui t'a appelé. Ouais. J'espère qu'on a réussi à aller chercher ton cœur. Tu vas Ouais. joindre à nous. Ouais. Cool, merci pour tes explications, c'était bon. Gaël, Ouais. qui nous arrive, qui est venu au Québec pour apprendre, puis qui a finalement tombé en amour avec l'industrie minière. Exactement, et qui est là pour rester. Yes, puis là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu termines tes études bientôt aussi? C'est pareil que Samuel. Moi, je termine en avril dans quelques mois. Et Et- c'est ça, on va s'en aller vers le domaine du minerai s'il veut bien de moi. Ah, c'est ça, tu veux toi. Excellent. Bon, ben cool, merci à tout le monde. Merci en ligne, merci pour Merci vos beaucoup. questions, vos commentaires. Puis on espère vous voir à notre prochain événement. Juste rappeler aux gens que ce qui a été possible aujourd'hui, c'est sur la base volontaire. Il y a des gens qui ne sont pas à la caméra en ce moment. Il y a moi et Kim, mais il y a aussi Jonathan, que vous avez vu au début, et puis plusieurs autres personnes qui sont sur le comité. Puis en ce moment, on fait un appel aux candidatures. Donc vous allez voir bientôt. On demande aux gens qui sont intéressés de s'impliquer, à organiser des événements qui réunissent les gens du domaine minier, qui promouvoient cette industrie-là. Donc, vous allez voir ça passer bientôt. Envoyez-nous votre intérêt. Puis, on espère vous avoir avec nous pour les prochaines activités. Ciao tout le monde. Merci. All right. Merci. Merci.